Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. On peut commencer? Génial, ok. Alors, je me présente très rapidement. Yassine Serhan, je suis directeur cloud et plateforme de développement chez Microsoft Maroc. Et je m'occupe, on va dire, du business cloud avec les partenaires au niveau du territoire. Et je suis aussi le spécialiste Azure au niveau de la région. Et ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous parler un peu de notre plateforme cloud, ce qu'elle offre, ce qu'on peut faire là-dessus. Et je vais essayer de faire tout ça en environ 20 minutes. Chose qui est presque impossible lorsqu'on parle du cloud. Donc, je vais commencer tout d'abord. Qu'est-ce que vous connaissez sur le cloud? Oui, enfin là, le cloud en général, on ne parle pas d'Azure. Stockage, yes. Virtualisation. Des régions, on va mettre des données. C'est... Oui, on peut dire ça. Bon. Effectivement, ça c'est du cloud. N'importe où, n'importe quand, ça aussi. Yes, ça aussi. Oui. Tout ça, c'est de très bonnes définitions de service cloud. Mais on va dire que c'est pas tout. C'est des options qui sont sur le cloud, mais ça ne finit pas là. Et on va y revenir dans la suite. Alors. On parle de Microsoft Azure, pas Windows Azure. Oui, donc ce que je vais dire, Microsoft Azure, effectivement, c'est une solution qui va gérer tout le cloud, qui gère tout le cloud en général. Oui. Mais derrière, donc, on peut avoir des machines Windows. Bon, on va voir ça dans la petite démo. Exact. Pas du VPS, non. On parle de virtuel. Oui, exact. Donc le cloud en général c'est quoi? Bon, on va en venir dès le début. Aujourd'hui, lorsque vous voulez lancer un petit projet, n'importe quel type de projet, vous avez besoin d'acquérir du matériel. Lorsqu'on parle de matériel, on parle d'un certain serveur, d'hébergement, donc vous devez faire cette acquisition avant de lancer. Lorsqu'on parle de serveur, vous devez gérer toute la partie qui va avec. Donc on parle de networking, de stockage, de serveur, de virtualisation, d'installation du système de l'OS que vous voulez, du middleware, les données et des applications, vous devez donc tout gérer là-dessus, de A à Z. Ça, c'est lorsque vous voulez lancer un projet en temps normal. Vous avez votre propre data center, n'oublions pas le fait donc, que vous devez le mettre quelque part avec une climatisation et tout. Lorsqu'on part un peu vers le cloud, on remarque ici par exemple que toute cette partie-là, elle est gérée par un fournisseur. On a toute la partie networking, stockage, serveur et virtualisation qui va être gérée par un certain fournisseur d'accès. Et ensuite, nous, en tant qu'utilisateurs, on va dire, on a besoin d'une certaine puissance, on va dire, je veux un serveur avec du Windows, je vais avoir mon serveur avec du Windows ou bien avec du Linux ou bien je ne sais quel autre système d'exploitation. Et par la suite, je vais juste installer ce dont j'ai besoin, les données dont j'ai besoin, l'application que je veux déployer là-dessus, etc. Et ça, par exemple, c'est le modèle infrastructure as a service sur le cloud. Lorsqu'on part donc encore plus sur le cloud manager, on va dire, on a le platform as a service. Et donc sur le platform as a service, il y a toute cette partie-là que je ne vais pas gérer. Et je vais dire, bonjour, j'ai une application que je veux déployer quelque part. Et il y a le cloud qui va me fournir cet espace-là pour déployer mon application. Et mes données par la suite. Et donc là on parle... Exactement. Tout le reste, je ne vais pas le gérer. Je vais déployer une base de données sur le cloud. Je ne vais pas aller installer SQL Server ou bien installer Oracle, ni quoi que ce soit. Je vais dire, tiens, je veux une base de données, boum, je vais l'avoir, créer ma base de données, exactement, et avoir la chaîne de connexion qui va avec. Je veux héberger un site web. Ça me donne un espace d'hébergement. Je vais déployer mon site web là-dessus et je vais commencer à l'utiliser directement. Et lorsqu'on part un peu plus sur un modèle plus software as a service, là c'est des trucs que vous utilisez toujours. Et si je vous demande de me donner un exemple, Facebook, effectivement.
Twitter, LinkedIn, Google, enfin Gmail, Hotmail, OneDrive, Google Drive, Dropbox, tout ça, c'est des services qui sont hébergés sur le cloud et que nous, consommateurs, on vient et on utilise. Et voilà. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, ou plutôt, bon, pourquoi aujourd'hui la plupart des entreprises considèrent le cloud? Il y a 3 piliers très importants. On parle de rapidité. Lorsqu'on dit rapidité aujourd'hui, en tant que développeur, en tant que société ou n'importe qui, si on veut déployer un nouveau service, on doit passer par ce qu'on appelle un appel d'offres, l'acquisition de matériel, le déploiement, l'installation et tout ce qui va avec. Et généralement, si on parle seulement de l'acquisition du matériel, ça c'est un process qui prend par exemple 3 mois après l'appel d'offres. Enfin, 3 mois, on parle d'un minimum, on parle de 4 mois et tout ça. L'acquisition des licences qui va avec, le déploiement des licences, leur installation et tout. Et du coup, on se retrouve, on a une idée de projet, on a déjà développé et tout, et on veut lancer notre projet. On se retrouve, à la place de le lancer aujourd'hui, on va se retrouver sur des timelines de 6 mois, 1 an, pour pouvoir lancer un projet. On parle aussi d'élasticité, c'est le truc que vous avez mentionné. J'ai aujourd'hui une machine, on va dire 2 cœurs, 8 Go de RAM. Et j'ai remarqué que j'ai besoin de plus de puissance. Généralement, si j'ai une machine devant moi, je vais devoir éteindre cette machine, installer de nouvelles barrettes RAM, installer un nouveau disque dur pour étendre cette puissance-là. Alors que sur le cloud, j'ai besoin de plus de puissance, ça va être en quelques clics, je vais pouvoir étendre la puissance qui est gérée par mon infrastructure, effectivement. Puis on parle d'économie. Économie dans le sens où, aujourd'hui, je veux lancer un nouveau projet, j'ai besoin d'investir dès le début. Sur des machines, sur du personnel qui va gérer ces machines-là et tout. Sur des licences. Alors que sur le cloud, je vais aller strictement sur ce dont j'ai besoin. Et par la suite, qu'on va dire que mon application gagne en notoriété et tout, je vais pouvoir augmenter la puissance de mes machines grâce à la partie élasticité, on va dire. Et comme ça, je vais pouvoir contrôler mes dépenses et mes besoins informatiques. Azure, en quelques mots, on va dire que c'est des data centers un peu partout dans le monde. On couvre 34 régions. Et donc là, ceux que vous voyez en vert, c'est des data centers qu'on vient de lancer dernièrement. Donc il y en a 2 nouveaux au Canada, 2 nouveaux en Angleterre et 2 nouveaux par ici en Allemagne. Et par la suite, donc, on retrouve des data centers un peu partout. Il y en a ici en Australie, en Asie, en Inde, aux US, il y en a une multitude. Il y a des data centers même spécialisés pour le gouvernement, par exemple celui-là, US Gov, donc il y en a ici, par ici. Voilà. En quelques chiffres, c'est plus de 100 data centers, 3 réseaux spécialisés Microsoft dans le monde. Donc là, on peut voir rapidement une liste de câblage, on va dire, des data centers, comment ils sont interconnectés entre eux. C'est une taille 2.5 plus grand que les data centers d'Amazon et 7 fois plus grand que les data centers de Google. La machine la plus puissante qu'on peut avoir aujourd'hui sur Azure, c'est une machine de type G. Et pourquoi on les appelle les machines de type G? C'est G en référence à Godzilla. Et c'est une machine par exemple de 32 cœurs, 448 Go de RAM et 6 Tera de disque dur en SSD. Comment? Sur une seule machine, oui. C'est à vous de voir ce que vous pouvez en faire, mais généralement il y en a qui les utilisent pour du SAP et, ou bien pour du machine learning, pour de l'apprentissage automatique, vu que ça a besoin d'une grande puissance. Donc généralement on retrouve les établissements financiers et les centres de recherche qui utilisent ces machines-là. Bon, il y a aussi des machines encore plus puissantes que ça, et c'est des machines spécialisées pour SAP. Et c'est des machines de type de série X. Donc ils comportent 4 Tera de RAM, vu qu'on sait que SAP c'est un peu gourmand. Azure, on va dire, comme vous avez vu, c'est 34 régions qui sont couvertes de serveurs. Chaque data center, c'est environ 11 terrains de football de serveurs qui sont virtualisés. Et on peut faire le calcul, plus de 100 data centers fois 11 terrains de football. Et on imagine un peu le nombre de serveurs qu'il y a là-dessus. Alors, ça diffère des régions, c'est par rapport à la bande passante et le parcours que la donnée a besoin de faire. C'est un peu normal, vu que ça doit partir, par exemple, de US
traverser vers l'Europe et ensuite descendre vers l'Afrique et tout ça. Oui, alors ça peut aussi dépendre de la localisation du data center et alors, on va dire que le data center il est principalement impacté par le facteur de l'énergie qu'il consomme. Donc si par exemple le prix de l'énergie qui est consommé par un certain data center dans cette ville-là est plus important que quelque part d'autre, notamment ça justifie le prix pourquoi il est plus important. Alors, on a dit qu'on a parlé de l'infrastructure as a service et du plateforme as a service. Sur la partie infrastructure as a service, on va remarquer qu'on a mis en place plusieurs services tels que les machines virtuelles, les containers, et les containers là c'est basé sur du Docker, donc on utilise des technologies open source là-dessus. On a les stockages, donc avoir les disques virtuels, des blobs, des fichiers, donc on peut stocker la totale directement dessus, des queues pour le messaging. Côté networking, on peut avoir des réseaux virtuels, du load balancing directement sur le cloud, de la gestion DNS pour tout ce qui est nom de domaine, trafic interroutier entre les machines virtuelles. On peut avoir du VPN directement sur le cloud et là on peut faire du VPN site-to-site, point-to-site, multi-site et tout. Puis on a la partie plateforme as a service. Et sur la partie plateforme as a service, si on part de la première partie, on a du streaming. Donc là, si vous remarquez par exemple les Olympiades qui se sont passées sur les 3 dernières années, c'était du streaming basé sur Azure. Quoi encore ? Il y a même par exemple la chaîne Tunisie, je ne me rappelle pas du nom exact de la chaîne, qui utilise aussi le streaming via Azure. On a par exemple l'hébergement des sites web avec les web apps, l'hébergement des services mobiles avec le mobile apps. On peut même faire la gestion des notifications. Côté base de données, il y a du SQL database, on peut avoir du warehouse SQL directement là-dessus, du NoSQL avec DocumentDB, Redis Cache, du stockage, on peut même avoir du système pour indexer tout ce qui est base de données sur le cloud. Il y a une partie intelligence avec Cognitive Services et là sur Cognitive Services il y a des services un peu intelligents tels que l'analyse OCR, le speech to text, text to speech, la détection faciale, emotional detection, donc pour détecter les émotions des visages, l'émotion sur le texte, bot framework pour tout ce qui est bot, donc on peut créer des bots sur le cloud. Il y a même donc un outil qu'on a mis en place pour la compréhension intelligente des langages écrits. On peut les connecter avec Facebook Messenger, Skype, etc. Puis il y a Cortana Intelligent Suite et là ça se connecte avec tout ce qui est IoT et pour rendre les applications plus intelligentes. Il y a tout un module Analytics et IoT. Et donc là, on a HD Insight qui est une encapsulation d'Hadoop. Donc on peut avoir de l'Hadoop directement sur le cloud. Il y a du Machine Learning, du Stream Analytics donc pour l'analyse en temps réel des données. Du Power BI donc pour avoir du BI. Il y a de l'IoT Hub pour permettre de connecter rapidement tout ce qui est IoT avec le cloud. Et donc, corrigez-moi si je me trompe, donc il y a une Extronix qui utilise aujourd'hui IoT avec leur système. Quoi encore? Donc voilà, ça c'est en général. Puis bien évidemment, donc il y a de l'Active Directory sur le cloud. On peut avoir de la double authentification pour gérer l'authentification de nos applications, soit avec l'authentification par SMS, par appel ou plutôt par code. Quoi encore? Et il y a plusieurs modèles de sécurité, de backup, voilà. Moi ce que je vais faire, je vais m'arrêter là et je vais aller directement sur une démo et vous montrer tout ce qu'on peut faire rapidement sur Azure en quelques minutes. Et jusqu'à maintenant c'est clair pour vous, il n'y a pas de questions? Microsoft Azure, comment on y accède? C'est un simple portail, donc c'est portal.azure.com. Je viens par ici par exemple, je me connecte avec mon compte. Là j'utilise juste ma connexion de téléphone portable. Et donc
ce qu'on remarque par ici, ça c'est le portail Azure. Ce qui va se passer, c'est que Azure va m'afficher tous les services que j'ai lancés par exemple, un petit monitoring là-dessus. J'ai par exemple ici 2 souscriptions qui sont en train de tourner. Il me dit voilà combien il me reste comme crédit sur mon compte et l'état des data centers dans le monde. On va faire un truc rapidement. Je veux créer par exemple, j'ai besoin d'une machine virtuelle avec du Linux installé dessus. Ce que je vais faire, je vais venir ici vers Nouveau. Je viens par là et je dis je veux une machine sur de l'Ubuntu. Je vais écrire Ubuntu. Et il y a Azure qui va me sortir tous les services qui sont basés sur du Linux. Donc là, il y a Ubuntu 16, 14, il y a Docker sur un serveur Ubuntu. Il y a la version 16. Je clique sur la version 14. Créer. Je vais remplir quelques informations basiques, telles que le nom de la machine, mon nom d'utilisateur pour y accéder. Je vais pouvoir choisir quel type de disque dur je veux sur cette machine-là. Est-ce que c'est du SSD? Est-ce que c'est du HDD? Donc là, je vais mettre CIH Hackathon. Nom d'utilisateur, je vais mettre Yacine. Avec un petit mot de passe. Là, je vais créer un groupe de ressources que je vais appeler projet CIH. Ensuite, Azure, ce qu'il nous permet, c'est que lorsque je vais créer une machine, il va me donner la possibilité de choisir dans quelle région dans le monde je voudrais mettre ma machine. Et donc là, c'est à moi de dire, tiens, je veux que ma machine soit aux US ou plutôt soit en Europe. Je mets par exemple Nord-Europe, je clique sur OK. Ensuite, je vais choisir la taille de ma machine. Est-ce que c'est une machine de cœur, 4 cœurs, 14 Go de RAM? Je vais aller donc sur un truc très basique. Je vais dire, je veux que ma machine soit une machine de 8 cœurs, 56 Go de RAM. Je valide. Là, je peux configurer le réseau sur lequel elle est connectée, l'adressage, le disque dur et tout ce qui va avec. Je valide, on me donne un petit summary et je clique sur OK. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Azure va commencer à créer la machine que je viens de lui demander. Même chose pour une machine Windows. Je peux venir par là. Là, par exemple, c'est une machine avec Windows Server 2012. Je clique sur Create. Nom de ma machine, VM1. Nom d'utilisateur, petit mot de passe. Bon, pour le mot de passe que j'utilise, c'est un mot de passe très simple, donc c'est password 0. Et je vais mettre cette machine-là dans le même projet que la première. Ensuite, même chose que la machine précédente. Je vais choisir la taille. Et ensuite, je valide. Voilà. Donc là, par exemple, je viens de lancer la création des machines. Et généralement, ça ne prend pas plus de 4 minutes pour avoir une machine qui est opérationnelle et prête à être utilisée, que je pourrais contrôler comme je veux. Et Azure ne s'arrête pas là.
Donc là, c'est juste, on va dire, un scénario infrastructure que je viens de lancer là-dessus. Maintenant, regardons un truc plus intéressant. Je pourrais, on va dire, en moins de 5 minutes, aller sur Twitter, récupérer tous les tweets qui parlent de CIH et savoir ce que les gens disent de CIH et pouvoir effectuer du big data là-dessus. Comment cela? Simplement en utilisant les services Azure. On a par exemple une application qui s'appelle Logicapps. Cette application, ça peut se connecter à n'importe quel type d'application qui est existante. Je vais venir par là, Logicapps, Create. Je vais l'appeler CIH Tweets. Je valide. Entre-temps, où on discutait, il y a déjà une machine qui a été créée. Cette machine-là, maintenant, comme je vous ai dit, elle est opérationnelle et c'est une machine Linux. Comment je pourrais me connecter là-dessus? J'ai une adresse publique où je pourrais mettre une adresse fixe. Je vais pouvoir récupérer cette adresse-là. Ouvrir un outil pour la connexion SSH, PuTTY par exemple.